Bienvenue sur la 5e colonne et aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui se nomme Crimson Creek. Donc un jeu issu donc de Kickstarter, édité par Tostorian Enterprise, mais je pense que c'est leur seul jeu, ça doit être leur premier. Designer Andrew Scott, illustrateur Marco Chu. Donc Crimson Creek, ça va être un jeu de survie et de déduction. De 2 à 6 joueurs, 13 ans ou plus, entre 30 et 90 minutes de durée de partie. On va voir tout de suite le matériel qu'il y a dans la boîte et puis on passera aux explications de jeu tout de suite après. Alors, concernant le matériel, ça va être très rapide puisqu'on va y retrouver un petit standy représentant Klein, donc le tueur du jeu, des petits marqueurs cartonnés. Donc je vous représenterai ça tout en détail en vous expliquant la mise en place et les règles de jeu. Des jetons style jetons de poker de très très bonne qualité, par contre un peu comme les jetons de Splendor si vous connaissez, qui représentent donc les personnages l'on va pouvoir jouer ou pas d'ailleurs pendant la partie, qui sont recto verso, côté effrayé, côté calme. Donc voilà, pas mal de jetons. Un petit cube transparent et un petit token. On va y retrouver des aides de jeu, format carte, un tas de cartes, donc pas mal de cartes de différentes fonctions bien sûr, donc on verra ça dans l'explication de règles. Des étuis où l'on va pouvoir donc ranger les cartes, un peu comme d'ailleurs ça y ressemble le Cluedo, puisque le jeu on utilise un des principes. La règle de jeu, il y a quand même, bon, petite mais quelques pages à lire. Voilà. Et puis des cartes au format un petit peu plus grand. Voilà, une ligne de suspect, personnage, une petite piste d'exposition, des cartes lieux qui vont représenter les lieux où on va aller durant la partie, une carte d'aide pour la mise en place, voilà les personnages que l'on va jouer, et d'autres lieux, puisque dans le matériel qu'on a ici, on a le jeu de base et une extension qui a été débloquée pendant le Kickstarter, donc qui fera partie de la boîte si jamais vous arrivez à vous le procurer dans le commerce, parce que je ne sais pas s'il y a eu énormément de tirages sur ce jeu. Donc actuellement, je pense qu'on ne peut plus se le procurer. Alors, est-ce qu'il y aura un autre tirage dans le futur? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous pourriez peut-être vous le procurer sur eBay ou sur un autre site de vente d'occasion. Ou alors quand il sera réédité. L'extension qui a été débloquée concerne ces pièces, donc qui sont des pièces intérieures. Donc c'est l'extension intérieure. Et puis le jeu de base sinon se déroule à l'extérieur, donc dans la forêt, feu de camp, lac, etc., etc. On va tout de suite passer à la mise en place et à l'explication de règles pour voir si le jeu vous intéresse. Donc on va passer à la mise en place et la présentation des règles de Crimson Creek. Alors déjà, quelle est l'histoire de Crimson Creek? Eh bien tout simplement, un occupant d'un asile psychiatrique, donc un détenu, du nom de Klein, s'est échappé et a pris sur son chemin une hache, premier objet qu'il a dû trouver, et a commencé à assassiner toutes les personnes qu'il trouvait sur son chemin, toute la population donc de Crimson Creek. Sur ce, la police ne pouvant rien faire, eh bien une milice locale s'est formée, l'a pourchassé et a fini par l'attraper et le pendre au bord d'un lac, au bord du lac de Crimson Creek.
Donc, affaire réglée, et quelques années plus tard, des teenagers, des ados que nous allons représenter, hein, qui vont être les personnages que l'on va jouer donc, dans la partie, qui seront donc très stéréotypés, puisque nous aurons le sportif, le jock, la gothique, le punk, la cheerleader, la preppy qui est une bon chic, bon genre, quoi, une façon de s'habiller assez classe, et puis le geek. Donc, toute cette petite équipe hein, sont amis et ils ont donc quelques années plus tard obtenu leur diplôme. Et ils décident d'aller fêter ça dans la cabane familiale qui appartient sûrement, probablement à la famille d'un de ces personnages, qui se trouve dans la forêt près du lac de Crimson Creek. Donc ils se rendent là-bas, ils font la fête, ils font un feu de camp que l'on voit ici, juste en dessous de l'arbre. Manque de bol, hein, puisqu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Enfin, ils ont déjà entendu parler de l'histoire, mais ils ne savaient pas vraiment les détails. Eh bien, ils vont faire un feu de camp juste en dessous de l'endroit où a été pendu le détraqué Klein. Et donc, il va se réincarner dans l'un de nos personnages, il va prendre possession de l'un de nos personnages pour revenir se venger et pour continuer donc à décimer la population de Crimson Creek. Et bien sûr, il va commencer par nous qui sommes sur place. Et donc, ça va être le but du jeu, tout simplement, d'essayer de survivre. Donc, on se retrouve à peu près au crépuscule, et puis le jeu va se dérouler sur 3 actes jusqu'au petit matin. Et si on a réussi à survivre au petit matin et que l'on arrive à découvrir qui est le coupable, eh bien on aura gagné une partie de Crimson Creek. Voilà pour la petite histoire qui met dans l'ambiance. Hein. Et puis donc on va pouvoir présenter la mise en place. Alors on va retrouver une mise en place type du premier acte, sachant que la mise en place sera différente pour l'acte 1, acte 2 et l'acte 3. On va retrouver cette mise en place sur une petite carte qui nous rappelle la mise en place de chaque acte. Donc pour l'acte 1, on aura une mise en place type comme ceci qui est représenté sur le plateau, le lac en haut, à gauche le bois, le cimetière, à droite le feu de camp, la grange, au centre ce sera toujours la cabane, le chalet, et puis en bas une route dans la forêt. Petit aparté, alors ce jeu est intégralement en anglais, mais vous retrouverez sur BGG pardon, la traduction que j'ai faite donc du livre de règles, ainsi que des petites cartes aide qui sont comme ceci dans le jeu. Et bien vous pourrez les retrouver dans un format un petit peu plus grand, tout simplement pour que ça soit un peu plus lisible, entièrement traduite. Donc on a la récapitulatif des actions des joueurs et puis des capacités spéciales. Donc vous pourrez retrouver ces fichiers dès à présent sur BGG, donc règles entièrement traduites. Je n'ai pas traduit la petite aide de référence car une fois qu'on l'a utilisé une ou deux fois, voilà, les textes en anglais sont quand même assez simples à traduire, surtout qu'ils réapparaissent déjà dans le livre de règles, cette petite aide. Donc ça ne vous posera pas de problème. En ce qui concerne le reste des cartes, voilà, on n'a que des mots de temps en temps. Hein. Bon, le lac, on le traduira facilement, ainsi que le reste. Ces cartes ne sont pas traduites non plus, ça ne pose aucun problème. Ainsi que le devers des cartes personnages qui rappellent leur capacité spéciale, mais capacité spéciale qui est de toute façon rappelée derrière la petite carte d'aide. Donc, revenons à la mise en place. Mise en place type des lieux qui vont servir de plateau principal de jeu. Hein. On va pouvoir y placer donc nos pions personnages, ce qu'on va faire tout de suite. Pour placer les pions personnages, et bien tout simplement on prend, alors je ne sais pas si dans la vidéo précédente du déballage de la boîte je vous l'avais présenté, pardon, mais on va retrouver des cartes en double, donc les grosses cartes qui représentent le lieu et qui ont la particularité d'avoir un petit icône comme ceci en bas. Ça va servir, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Eh bien, on va les retrouver sur la table. Et la carte correspondante sans le petit icône, eh bien, ça va servir de carte lieu. Et donc, on va se servir de ces cartes en début de partie pour sélectionner un lieu où on va faire commencer nos
personnages. Alors, on y retrouve forcément les 7 lieux que l'on retrouve sur le plateau. On mélange ces lieux, on tire les 3 premières cartes. Donc, 1, 2, 3. Et on va y placer nos personnages joueurs. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Chaque lieu va se servir à placer 2 personnages joueurs. Donc, ce qui veut dire que si on ne joue qu'à 2 joueurs, bien, les autres personnages seront des personnages dits secondaires, donc ils ne seront pas placés sur ces lieux, ils ont un autre mode de placement. Donc là, on va imaginer, pour bien différencier les personnages secondaires des personnages principaux, eh bien, on va tout simplement faire une partie, par exemple, à 4 joueurs. On va faire une mise en place pour une partie à 4 joueurs, sachant que l'on joue à 2 ou à 6 joueurs, il y aura toujours ces 6 jetons de personnages qui seront placés sur le plateau en début de partie. Donc, le premier lieu, on nous le dit dans la règle de jeu, est désigné toujours pour la cheerleader et le jock, donc que l'on va rechercher dans les jetons. Ensuite, le deuxième lieu, ça sera toujours pour le goth et le punk. Et puis, il n'y aura pas de troisième lieu, puisque j'ai tout simplement décidé de ne pas de faire une partie à 4 joueurs. Alors les personnages principaux, par contre, je vous l'ai pas dit, mais on les choisit soit de votre choix ou tout simplement au hasard en les distribuant. Donc il se peut très bien, et c'est ce qu'on va faire dans cette partie, que nous ayons choisi 4 joueurs qui sont sur 3 lieux différents, puisqu'on doit respecter chaque nom de personnage sur un lieu. Donc dans le dernier lieu, on y retrouvera donc la Preppy, et puis l'autre personnage, c'est le geek, qui seront toujours dans le troisième lieu. Donc là, dans cette partie, je vais tout simplement ne pas choisir le geek et la goth, mais c'est tout simplement au hasard. Et je vais donc placer ces personnages sur les lieux correspondants. Donc ces deux-là sur le cimetière, le punk va se retrouver au bois, et puis la preppy directement dans la cabane. Chacun prendra donc sa carte de personnage, là je ne vais le faire que pour un joueur, mais chacun prendra sa carte de personnage correspondant, plus une petite carte ligne de suspect et indice qui vont nous servir à déterminer tout simplement le coupable en cours de partie. Donc chacun aura la même carte identique. En ce qui concerne les personnages secondaires, donc les personnages secondaires, ça va être tout simplement les personnages qu'on ne va pas jouer en début de partie, parce que comme je vous l'ai dit, il faut absolument placer les 6 personnages sur les lieux en début de partie, mais il y aura aussi dans l'acte 2 et l'acte 3 des personnages secondaires qui arriveront en cours de partie, comme ceci, la caretaker, le gravedigger et le deputy. Alors, en ce qui concerne le placement des personnages secondaires, eh bien, il faut aller se référer à la règle. Donc, je ne le connais pas par cœur, donc je vais le faire avec vous. Et on va nous dire tout simplement de les placer dans un ordre bien précis, en commençant par le centre du plateau. Donc, on va en placer un. Et puis, ensuite, alors... Sachant que la règle de base du jeu, c'est qu'on ne peut être que 2 personnages par lieu, donc je ne peux pas placer le deuxième sur le lieu. Donc une fois que le lieu est rempli, je passe au deuxième qui est indiqué sur la règle, et qui sera les bois. Voilà. Donc tout ça est indiqué bien sûr dans le livre de règles. Voilà pour le placement de départ donc des personnages. Ensuite, on a plusieurs decks de cartes qu'on va devoir former. On va devoir déjà, dans un premier lieu, prendre toutes les cartes Search, donc c'est-à-dire 3 cartes noires et une main ensanglantée, qu'on va mélanger et qu'on va placer sur le côté du plateau. On prendra aussi le deck Reveal, qui ne contient que des cartes avec des icônes. Icônes, jumelles, torches, fenêtres,
appareil photo, cime de l'arbre et puis lanterne. Donc ces icônes, ces fameuses icônes que l'on va retrouver en bas des cartes. On va les mélanger et les placer sur le côté du plateau. On va placer aussi la carte d'exposition qui va servir de compte-tour en cours de partie. Donc avec deux côtés, côté acte 1 et côté acte 2. On y place le petit cube pour l'instant sur le 0, donc il n'y a pas de 0, donc on le place juste à côté. Chaque joueur prendra aussi sa petite aide de jeu. On y place les 3 cachettes, donc le bateau, le lit et le camion, la camionnette, sur le côté du plateau. On y placera aussi cette carte qui va nous servir à partager des informations. On y place sur le côté ce petit marqueur aussi qui servira pendant la partie. On va prendre les cartes indices, donc ces cartes-ci, qui sont un piercing, des lunettes, un pantalon et des chaussures sales. Donc un pantalon, voilà. On va tout simplement les mélanger. Donc ça, ce sont les cartes indices qui vont nous servir à définir quel est le tueur. Donc surtout ne pas les regarder. On en pioche 2 et on en retire 2 qu'on remet dans la boîte et surtout qu'on ne regarde pas. Les deux autres, on va prendre les 2 étuis. Voilà, étui façon Cluedo. Et puis on va tout simplement y placer un indice dans chaque étui sans que personne ne puisse l'avoir. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que, et là le jeu c'est bien réfléchi pour une fois, c'est que l'étui contient les cartes slivées. Donc ça c'est déjà pas mal de pouvoir sliver les cartes et qu'ils rentrent encore dans l'étui. Donc on met les 2 indices de côté sans que personne ne les ait vus. Ensuite on va prendre le deck de lieu qu'on s'est servi en début de partie pour placer les personnages. Voilà, qui représentent donc les 6 lieux sur le plateau. On les mélange et on va les placer secrètement sans que personne ne les voie dans les étuis. Voilà, dans tous les étuis qui a aussi une icône qui correspond au lieu sur le plateau, sauf un qui sera le repère de Klein. On place dans tous ces petits étuis une carte, secrètement, sans que personne ne puisse la voir. On place ensuite ces étuis au-dessus du plateau. Voilà. Ensuite, on va prendre le dernier deck de cartes du jeu, qui est le deck de cartes attaque, qui va servir à définir lorsque Klein, donc notre maniaque, va pouvoir attaquer. Donc dedans, on va y retrouver des cartes nuit calme, donc ça ne se passe rien, et des cartes attaque, tout simplement. Pour former ce deck attaque, eh bien, on va se référer de nouveau à la petite carte de mise en place qui nous dit ici comment préparer ce deck de cartes, puisque le deck de cartes va varier en fonction du nombre de joueurs survivants au début d'un acte. Donc il va varier pendant la partie au début de l'acte 1, 2 et 3. Donc là en début de partie, dans le cas de figure que je vous présente, je vous ai dit qu'on était 4 joueurs, 4 personnages joueurs donc, qui sont joués par des vraies personnes. On ne prend pas en compte les personnages secondaires dans la mise en place du deck. Donc comme on est 4, on va se référer au nombre de personnes, donc ici 4 joueurs. On va tout simplement mettre 2 cartes nuit calme, 3 cartes H dans le deck de cartes. Donc on y prend 2 cartes nuit calme, 3 cartes H. Les autres cartes nuit calme, on peut les défausser définitivement du jeu, ils ne serviront probablement plus. Et par contre les cartes H, on les garde de côté. Ce deck, forcément, on le mélange. Et on va le placer sur le côté du plateau. Et la mise en place type est finie. Alors, comment va se dérouler le jeu? Eh bien, chaque joueur, en commençant par tirer un joueur au hasard,
Donc on commencera tout simplement par exemple par... alors là j'ai pris un mauvais exemple puisque je vous ai dit que le geek n'était pas un personnage joueur. Donc je vais prendre par exemple le Jock. Donc pour ce personnage. On va tirer donc un personnage au hasard et ce sera le Jock pour notre exemple qui sera premier joueur. Et puis on va ensuite, chaque joueur va pouvoir effectuer 2 actions, et puis ça sera au tour du joueur suivant d'effectuer 2 actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la fin de l'acte 1 se déclenche, auquel cas après on démarrera un acte 2, on reprendra la partie où on s'était arrêté, et puis on continuera ainsi jusqu'à la fin de l'acte 3, ou alors jusqu'à ce que tout le monde est mort pendant la partie. Donc on va tout simplement commencer par le Jock qui va pouvoir effectuer 2 actions. Alors le but du jeu, voilà, on va voir le mécanisme en gros, c'est tout simplement à chaque acte de trouver un endroit sécurisé qui va se trouver dans le repère dans le repère de Klein. Donc le seul lieu qui va être sécurisé sur le plateau de jeu, on va voir pourquoi après, c'est ce lieu qui est caché dans le repère. Donc le but du jeu, ça va être de découvrir quel lieu est dans cet étui repère pour pouvoir espérer survivre à la fin de l'acte 1. Alors si pendant l'acte 1 on arrive à découvrir et on révèle le repère qui est caché dans l'étui, ça met fin à l'acte 1 immédiatement et tout le monde est sauf, on peut commencer l'acte 2. Mais l'acte 1 peut se finir tous les actes d'ailleurs peuvent se finir d'une autre façon, car si pendant l'acte, Klein arrive à attaquer 3 fois d'affilée, enfin 3 fois, pas 3 fois d'affilée, mais 3 fois, à la 3e attaque de Klein, eh bien ça met fin directement à l'acte, et puis Klein, furieux, attaquera tous les lieux restants, sauf toujours ce fameux repère qui est le seul lieu qui sera sécurisé de l'acte, pendant l'acte. Une fois on va faire ça pendant 3 actes, donc acte 1, acte 2, acte 3, et à la fin de l'acte 3, tous les joueurs qui seront encore en vie eh bien, vont tout simplement désigner, par rapport aux 2 indices qui se trouvent ici, désigner quel est le coupable. Et s'ils ont raison, eh bien, ils auront gagné la partie. Alors, dans une partie à 6 joueurs, il y aura forcément un traître, ça sera obligatoire. Mais dans une partie à moins, donc une partie à partir de 5 joueurs, il est possible que le traître ne soit pas un personnage joueur, soit un personnage secondaire, auquel cas ça n'a aucune importance, mais ne soit pas en jeu. Et bien dans ce cas, ça ne change rien au jeu, puisque le but du jeu est quand même de trouver le coupable à la fin, même s'il n'est pas en jeu, ça ne change rien. Dans le cas où le traître serait en jeu, lui, pour le traître, pour gagner, il n'a qu'une seule solution. Il faut déjà, première chose, qu'il reste en vie, car s'il meurt pendant la partie, eh bien, ça n'arrêtera pas la partie, puisque les autres joueurs pourront continuer à jouer pour espérer gagner en fin de partie, car je vous rappelle qu'il faut survivre jusqu'à la fin de la nuit. Donc le traître, sa seule possibilité de gagner, eh bien, c'est tout simplement d'être encore en vie à la fin de la partie, et que les joueurs qui auraient été aussi en vie en fin de la partie se trompent pour nommer le tueur, voilà, tout simplement. Ils se trompent de personnage, et dans ce cas-là, si le traître est encore en vie, eh bien, il aura gagné la partie. Mais s'il y a des joueurs survivants qui trouvent qui est vraiment le traître, eh bien, ils ont priorité, bien sûr, sur le traître pour gagner la partie. Alors, revenons à nos moutons. Les actions, on va voir comment ça va se dérouler. Donc, les actions des joueurs. Donc, chaque joueur peut faire 2 actions. Et à la fin de ces 2 actions, eh bien, chaque joueur va devoir donc tirer une carte attaque. C'est ça le mécanisme de jeu. On fait 2 actions qui doivent être obligatoirement différentes, on ne peut pas faire 2 fois la même action, et ensuite on va tout simplement tirer une carte attaque. La carte attaque, si elle montre une carte nuit calme, eh bien pas de problème, on passe au joueur suivant. Si elle montre une carte H, eh bien il n'y aura pas de problème non plus, puisque sur la petite aide de mise en place, qui est ici, je vous rappelle qu'il nous a permis de mettre le deck en place, eh bien on nous indique, suivant le nombre de joueurs survivants au début d'un acte, combien de cartes il faut tirer, combien de cartes H il faut tirer, avant de déclencher une attaque de Klein. Donc, dans notre cas de figure en début de partie,
eh bien, il faudra tirer 3 cartes H avant que Claim ne puisse attaquer. Donc voilà, chaque fin de tour d'un joueur, eh bien, on tire une carte. Si c'est une H, on la met de côté, on en tirera une autre au prochain joueur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez tiré 3 H. Et lorsque vous avez tiré 3 H, eh bien, le jeu s'arrête momentanément, et une attaque de Klein va se déclencher. Ça, je vous l'expliquerai après les actions, l'explication des actions. Mais la mécanique du jeu, c'est ça. On fait nos deux actions qui doivent être différentes. On tire une carte attaque et on passe au joueur suivant si une attaque de Klein ne se déclenche pas. Alors, quelles actions on peut faire en cours de partie? Alors, la plus simple, c'est déplacement. Donc, déplacement, si je prends l'exemple... Alors, je vais modifier pour l'exemple, je vais modifier un peu la disposition. Voilà. Donc les pions personnages, je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont recto verso. Donc on a un côté effrayé et un côté calme. Donc en début de partie, tout le monde, bien sûr, est du côté calme. Le jock, donc, a deux choix pour se déplacer. Alors on se déplace toujours d'une case sur un lieu adjacent. C'est-à-dire que je ne peux pas aller au feu de camp, il est beaucoup trop loin. Il faut que j'aille sur une carte qui touche ma carte de départ, donc soit à la cabine, soit sur la route, mais pas au bois, car je vous l'ai dit en début de partie, il ne peut y avoir que deux personnages sur un lieu. Donc dans ce cas de figure, je peux me déplacer ici ou ici. Ça s'appelle un déplacement standard. Maintenant, il y a une deuxième possibilité pour le déplacement, c'est de faire un échange forcé de lieux. Donc, dans ce cas de figure, il y a deux personnages sur ce lieu, je ne peux pas y aller. Mais si, dans ce lieu, s'y trouve, et là c'est le cas, un personnage qui est joué par un joueur, eh bien je peux, sans que le joueur ne puisse rien dire, échanger ma place avec celle du joueur concerné, tout simplement. Et le joueur n'a rien à dire, il est obligé de subir mon échange forcé. Alors, c'est uniquement avec un personnage contrôlé par un joueur. Je ne peux pas échanger de place avec un personnage secondaire. Ça ne s'appelle pas, il n'y a pas d'échange forcé, on va pouvoir faire d'autres actions pour les personnages secondaires, mais on ne peut pas faire un échange forcé. Donc je vous le rappelle, déplacement, c'est un déplacement sur un lieu adjacent, ou un échange forcé sur un lieu adjacent de même. Comme on parle du déplacement, je vais vous expliquer l'action pousser et tirer. Donc l'action pousser et tirer, c'est un genre de déplacement aussi si on veut bien, mais qui concerne les personnages justement secondaires. Donc dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. Donc les personnages secondaires, hein, on va bien les montrer. On avait dit que c'était le goth, la goth, pardon, et puis le geek. Donc je vais plutôt me placer comme ceci pour vous expliquer. Voilà. Donc deux possibilités sur les personnages secondaires. On peut tirer un personnage secondaire sur son lieu, sans dépasser la limite de 2 bien sûr, ou pousser un personnage secondaire sur un autre lieu, adjacent toujours, où il n'y a que deux personnages bien sûr, comme d'habitude. Donc voilà les deux actions que vous pouvez faire sur un personnage secondaire. Vous pouvez l'attirer sur votre case ou le repousser sur une case adjacente. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça peut servir en cours de partie pour, dans le cas du trade, bloquer le cheminement des joueurs adverses. Puis aussi ça peut nous permettre, si par exemple il y avait deux personnages secondaires sur ce lieu et qu'on voulait y aller, eh bien de tirer un des personnages et ensuite faire son déplacement. Voilà, ça peut servir dans plusieurs choses. Donc c'est une option qu'on peut faire, on peut tirer ou pousser un personnage secondaire. Autre action, jeter un coup d'œil. Donc ça va être une des actions qui va être une des plus intéressantes du jeu. Lorsqu'on est sur un lieu, on va pouvoir jeter un coup d'œil dans les étuis qui se trouvent dans le haut, qui contiennent des cartes qui sont les cartes qui se trouvent au milieu du plateau. Pour savoir dans quel étui on va regarder, eh bien tout simplement, lorsqu'on se trouve par exemple sur le lac, eh bien on va jeter un coup d'œil dans l'étui qui correspond au appareil photo. Et on regarde, et le joueur qui jette un coup d'œil regarde secrètement la carte sans la dévoiler aux autres joueurs. Il n'a même pas le droit de parler. Alors dans ce jeu, on n'a pas le droit de parler. On va avoir une action pour partager des informations, mais on ne doit jamais dire les informations qu'on trouve. Donc on regarde secrètement le lieu qui se trouve dans l'étui avec l'icône appareil photo. Donc ça sera le feu de camp. Mais ça, seul le joueur, et puis on replace bien sûr la carte ici, seul le joueur qui a été jeté un coup d'œil est au courant de la carte qui s'y trouve.
Si jamais on veut jeter un coup d'œil, donc jeter un coup d'œil, ça concerne les cartes qui ont un icône dans le coin. Alors, on remarquera qu'il y a 6 lieux qui ont un icône et le lieu central n'en a pas. Il n'y a pas d'icône. Eh bien, quand on est sur le lieu central, on peut aller jeter un coup d'œil sauf bien sûr dans l'étui repère, mais dans n'importe quel étui de son choix. Mais on ne va pouvoir faire ça que 2 fois dans l'acte. C'est ce que représente donc ce petit token. On le place ici. Et tous les joueurs y compris, hein, c'est pour l'acte entier et ce qui concerne tous les joueurs, on ne pourra jeter un coup d'œil que 2 fois à partir de la cabine dans n'importe quel étui lieu. Alors, ensuite, on va avoir l'action partager des informations. Alors, partager des informations, il va falloir se trouver avec un personnage joueur sur son lieu. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le joueur peut faire un partage d'informations. On va pouvoir partager les informations des lieux qu'on a trouvés dans les étuis et les indices qui concernent le tueur, donc on va retrouver dans ces deux étuis. Pour ça, on va utiliser cette carte. Le jeu nous dit, lorsqu'on fait ça, de partager une information entre le jock et la leader, dans mon cas. Eh bien, on va tout simplement montrer le nom de ce qu'on veut partager avec l'autre, mais sans dire un mot. Donc par exemple, je peux très bien lui dire que j'ai vu, dans mon cas, j'ai vu le feu de camp. Donc je vais chercher feu de camp sur la carte, ici, voilà, en tout petit, et je lui montre ce mot, et comme ça, il sait que j'ai vu le feu de camp. Alors, je peux lui en montrer plusieurs ou aucun. Le partage d'informations est vraiment, on fait vraiment comme on veut. Et c'est entre les deux joueurs. Donc l'autre joueur va aussi pouvoir me donner des informations. On peut y montrer donc les indices, piercing, muddy shoes, storm plants, voilà. On montre vraiment ce qu'on veut, des lieux, des indices. On mixe comme on veut, ou alors rien du tout. Il n'y a aucun, voilà. On peut faire vraiment comme on veut. C'est assez compliqué, je trouve, dans le jeu d'utiliser cette carte si on est face à face sur la table. Voilà, il est très difficile et on va être obligé de se lever et secrètement d'aller montrer des mots à l'autre. C'est un peu embêtant. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est utiliser tout simplement un post-it et de noter le mot qu'on veut se faire passer, qu'on passe à l'autre joueur, et puis ainsi de suite, on se repasse un mot. Voilà, de toute façon, je vous invite à vous munir d'un post-it pour noter tous les indices que vous allez trouver, sinon vous ne vous rappellerez plus ce que vous avez vu dans les étuis. Mais attention, vous pouvez noter tout ce que vous voulez pour vous, en ce qui concerne les indices que vous avez vus, mais lorsque vous passez un petit mot, si vous utilisez cette façon de faire, à un autre joueur, vous ne pouvez pas mettre de phrases, de choses où j'ai vu dans l'étui jumelle, par exemple, appareil photo, qui avait le feu de camp. Non, non. Il faut respecter les mots de la carte. Ça veut dire que je ne vais pouvoir mettre sur mon petit post-it que je vais passer uniquement que le mot feu de camp. Et ça sera au joueur de savoir où j'ai pu voir cette carte feu de camp selon le cheminement que j'ai fait pendant la partie. Alors si c'est en début de partie, que c'est mon premier lieu que j'ai regardé, ça va être facile, mais si j'ai regardé 2 ou 3 étuis, eh bien il va falloir qu'il essaye de savoir dans quel étui c'est, mais je n'ai pas le droit de lui indiquer quoi que ce soit. Je n'ai juste le droit de lui dire un nom de lieu si je l'ai vu. Bien sûr, si vous êtes traître, vous avez tout intérêt à donner des fausses informations, c'est autorisé aussi. On peut vraiment donner n'importe quoi comme information à l'autre en respectant que des mots, soit les noms des lieux, soit les noms des indices. Voilà pour le partage donc d'informations. On va aussi pouvoir faire comme action prendre une cachette. Alors à n'importe quel moment du jeu, peu importe sur le lieu où vous vous situez, vous allez pouvoir réclamer une cachette. Donc ça se fait avec cette action. Vous prenez une cachette, vous la mettez devant vous, et vous ne pouvez en avoir qu'une à tout moment pendant la partie. C'est-à-dire que si vous en réclamez une deuxième, eh bien vous devrez échanger et remettre l'autre sur le côté du jeu et prendre celle que vous avez réclamée en dernier. Lorsque vous réclamez une cachette, vous retournez la cachette sur ce côté où il y a une petite main barrée qui vous permet d'indiquer aux autres joueurs qu'on ne va pas pouvoir prendre la cachette chez vous pour ce tour. Alors, les cachettes, on peut vraiment les prendre n'importe où, c'est-à-dire on peut les prendre quand ils sont sur le côté du plateau, mais on peut aussi aller les réclamer chez un joueur qui en a déjà une. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous ne pourrez pas le faire dans le tour où le joueur a pris cette cachette. Vous allez devoir attendre que le joueur que le tour du joueur revienne,
dans quel cas il retournera la tuile de ce côté-là, et à partir de ce moment-là, vous pouvez lui réclamer cette cachette. Cachettes qui vont nous servir à essayer de survivre si jamais Klein attaque. Nous avons aussi l'action fouiller. Alors fouiller, c'est prendre la première carte du deck search. On prend la première carte, on la retourne, et si c'est, coup de chance, si c'est la main ensanglantée, eh bien on va pouvoir regarder un indice. Si on tombe sur une carte noire, eh bien on met la carte noire sur le côté, et on passe à une action suivante, ou au joueur suivant, selon. Voilà, vous n'avez pas trouvé la main ensanglantée, c'est la seule qui nous permet d'aller jeter un regard dans les étuis indices. Lorsque vous tombez sur la main ensanglantée, vous remélangez entièrement le deck Search avec les cartes défaussées à côté et vous le remettez de côté pour un nouveau joueur. Alors regardez un indice, de la même façon, on prend l'étui indice, on regarde secrètement l'indice et on le remet ici, de la même façon qu'on regarde les autres étuis. Ensuite, on va avoir l'action capacité spéciale. Donc les capacités spéciales sont un peu différentes pour tous les joueurs. Par exemple, le Jock va pouvoir bouger de 2 lieux. Le Geek va pouvoir jeter un coup d'œil sans être sur le lieu correspondant, sur un lieu adjacent. Je vais détailler vite fait les capacités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le Punk, la Cheerleader et le Goth vont avoir des pouvoirs qui vont agir lorsque nos personnages seront effrayés sur le plateau, et la Preppy peut regarder secrètement peut secrètement partager des informations, donc l'action partage d'informations avec un joueur, mais dans un lieu adjacent, elle n'a pas besoin d'être dans le même lieu. Alors en ce qui concerne les capacités spéciales qui ont un rapport, si je prends l'exemple du Jock qui peut avancer de 2 cases, donc ça ressemble, c'est une action déplacement améliorée, eh bien vous ne pouvez pas faire la capacité spéciale du Jock et un déplacement derrière, car vous n'avez pas le droit de faire 2 actions du même type. Donc ça dépend des personnages, mais dans le cas de Jock par exemple, vous ne pouvez pas faire un déplacement et après utiliser cette capacité spéciale pour se redéplacer de 2 cases. C'est le même type d'action, donc on n'a pas le droit. Et, la dernière action, c'est annoncer. Alors, annoncer, c'est une fois que vous avez fait votre déduction dans les étuis, et vous avez, ou vous devinez, vous avez carrément regardé tous les étuis, puis vous avez partagé les informations avec les autres, et vous savez absolument quel est le repère de Klein, eh bien, vous allez sur l'endroit du repère, et vous dites, j'annonce que... Alors, déjà, dans un premier temps, vous regardez secrètement si vous aviez eu raison. Donc par exemple, le repère de Klein, c'était les bois. Donc si jamais le Jock était déplacé dans les bois et dit, il prend l'étui l'air, il regarde si c'est bon, c'est les bois, donc il annonce, j'ai trouvé le repère de Klein, c'est les bois. Cela met fin à l'acte directement, et on peut entamer l'acte 2. Malheureusement, s'il s'est trompé, eh bien, Klein le surprend et le tue immédiatement, et il est éliminé de la partie. Il ne pourra plus jouer, il sera devenu spectateur. Si jamais vous découvrez donc que c'est le bon lieu, et donc ce qui met fin à l'acte, eh bien vous avez le droit de faire une action gratuite, d'aller regarder gratuitement un indice, un des 2 indices, dans les étuis indices. Donc c'est quand même assez sympa d'aller trouver le lieu du repère et de l'annoncer, puisque ça vous permet d'aller regarder gratuitement un indice. Donc je vous rappelle, annoncer, c'est se déplacer sur le lieu, donc ça compte déjà une action de déplacement, et ensuite annoncer que c'est le repère de Klein. Chaque fin de tour des joueurs, une fois qu'ils ont fait leurs actions, je vous le rappelle, ils tirent une carte attaque. Au bout de 3 haches dans notre configuration, eh bien Klein va attaquer. Mais il y a d'autres actions qui vous font tirer des cartes. Alors, comme on a pu le voir, il y a des petites haches à côté de certaines actions. Donc toutes ces actions du début, déplacement, jeter un coup d'œil, pousser, tirer, partager des informations, eh bien à chaque fois qu'on va faire un de ces types d'actions, on va devoir avancer ce petit cube rouge sur la piste. Et lorsqu'il arrivera sur ces icônes qui représentent le dos de carte attaque, eh bien on va devoir tirer une carte attaque, en plus de celle qu'on tire normalement à la fin de son tour. Ce qui veut dire que dans le pire des cas, si on se retrouvait par ici, qu'on était sur 11 et qu'on fait 2 actions
deux actions correspondant avec une hache, comme ceci. Je vais faire un déplacement par exemple, et puis un jeter un coup d'œil. Eh bien, je dois avancer 2 fois le cube, ce qui va me faire tirer 2 cartes, et à la fin de mon tour, j'en tirerai encore une troisième. Donc ça fera 3 cartes tirées dans mon tour. Donc il y a de grandes chances que cela déclenche une attaque de clin. Si il y a eu déjà beaucoup de cartes de tirer et que la première carte que je tire, même si c'était ma première action, est une attaque de clin, je ne pourrai pas continuer ma deuxième action, ça met fin à mon tour, et l'attaque de clin se déclenche. Donc il va falloir faire quand même assez attention sur les actions qu'on va faire, parce qu'au début de la partie c'est assez simple, on ne tire aucune carte, mais plus on va loin, et plus les cartes, on va les tirer. Et pour l'acte 2, on voit qu'il y a quand même pas mal de cartes rouges, donc ça va être assez chaud, puis ce côté représente le côté acte 2, acte 3. On va quand même tirer pas mal de cartes voilà, dans ces deux actes. Alors, en ce qui concerne l'attaque de clin, on va y venir, puisque je vous rappelle que pour mettre fin à un acte, soit on découvre le repère, et ça je viens de vous l'expliquer, soit malheureusement on a découvert pas mal de lieux, mais on ne sait toujours pas quel est le repère de clin. Donc dans ce cas-là, eh bien, on va arriver à, par exemple, la troisième fois que Klein attaque, et ce qui va mettre fin à l'acte. Alors comment se déroule une attaque de clin? Alors, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième attaque de clin, ça va toujours se dérouler de la même façon, sauf qu'à la troisième, il y aura encore en plus une quatrième attaque finale. Alors, une attaque de clin, lorsqu'elle arrive, donc dans notre cas de figure, je vous le rappelle, ce sera lorsqu'on aura tiré 3 cartes H, eh bien, Klein attaque. À partir de là, pour savoir où il va attaquer, on va tirer la première carte du deck Reveal, qui nous montre une icône. Dans ce cas-ci, l'icône lampe. Ce qui veut dire que le lieu qui sera attaqué sera le lieu qui se cache sous cet étui. Alors si vous avez de la chance, vous savez c'est lequel parce que vous avez déjà été regarder cet étui, mais si vous ne savez pas, manque de bol, il va falloir essayer d'éliminer des lieux potentiels si vous savez quel autre lieu se cache sous les étuis. Mais c'est ce lieu qui va être attaqué. Alors avant qu'il soit attaqué, vous avez la possibilité de fuir du lieu où vous vous trouvez actuellement. Donc dans notre cas de figure, on va regarder, on ne devrait pas, mais on va regarder, c'est la cabine. Donc là, par exemple, ça aurait été un coup de chance, c'est que personne ne se trouve dans la cabine. On va imaginer que le Jog s'y trouvait, mais d'ailleurs il n'y a pas besoin, vous pourriez très bien être ici, et vous disiez c'est peut-être le cimetière qui va être attaqué, puisque vous n'avez pas réussi à regarder toutes les cartes, et puis vous voudriez fuir. Fuir, donc c'est se déplacer sur un lieu adjacent, toujours en respectant ce nombre de joueurs maximum par case. Hein. Donc si on était deux, alors quel joueur on jouait? Le punk et la cheerleader par exemple. Voilà, on va faire comme ça. Et le punk veut aller. Le punk, il a déjà regardé cet étui. Il sait que c'est la cabine qui va être attaquée, donc il a envie de se sauver sur un lieu. Par contre, il ne sait pas, il n'est pas sûr que ces autres lieux, il n'a pas été les regarder. Il sait que le cimetière est sauf parce qu'il l'a vu aussi, mais il ne sait pas si les autres sont saufs. Donc il a vraiment envie d'aller au cimetière. Eh bien c'est possible, car lors de cette fuite, vous pouvez utiliser votre capacité d'échange forcé. La fuite c'est un peu comme un déplacement, donc vous pouvez utiliser votre capacité d'échange forcé et forcer un joueur à échanger, et au final il se retrouve sur la cabine. Alors c'est bien intéressant si vous êtes le tueur, mais si vous êtes ami, bon bah tant pis pour lui, hein, moi vous voulez sauver votre peau avant tout quand même, et vous vous retrouvez ici. Dans ce cas de figure, lorsqu'on fuit, on retourne son jeton du côté effrayé. Alors bien sûr, celui qui a fait l'échange forcé ne le fait pas. Mais vous retournez votre jeton côté effrayé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du tour du jeu donc, se passe en sens horaire, mais lorsqu'on fuit, les choix des joueurs, en commençant par le joueur qui a déclenché l'attaque de clin, donc le joueur qui a tiré la troisième carte, eh bien on joue en sens horaire. Donc on va fuir, mais en jouant en sens horaire. Une fois que tout le monde a fui, tout le monde s'est déplacé, et le Jog pourrait très bien se redéplacer s'il n'avait pas encore joué, il va ici, eh bien, une fois que tout le monde a eu la chance
de fuir, sachant que lorsqu'on fuit, on ne peut faire aucune autre action, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tirer ou pousser les personnages secondaires. La seule chose qu'on peut faire, c'est se déplacer ou faire un échange forcé. Et bien ensuite, on va révéler la carte qui se cache sous la lampe torche. Et c'est la cabine. Donc Klein attaque ici et le lieu deviendra indisponible pour la suite de la partie. S'il n'y a personne, très bien, vous avez bien joué et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait la troisième, jusqu'à ce que vous trouviez le repère ou qu'il y ait une troisième attaque de Klein, en imaginant que c'était la première. S'il y avait un joueur dessus, eh bien, s'il ne possède pas une cachette, il va tout simplement mourir et être éliminé du jeu, tout simplement. De même, s'il y a un personnage secondaire, que ce soit un personnage secondaire ou pas, c'est la même chose. Par contre, si par chance vous aviez une cachette qui correspond au lieu, parce que chaque cachette correspond à 2 lieux, dans le cas du lit c'est la cabine et le grenier, pour le bateau c'est le lac et les bois, et pour la camionnette c'est le cimetière et le feu de camp. Donc on peut voir que la route, il n'y a aucune cachette à la route. Donc si le jock par exemple avait la cachette lit sur lui, et bien lorsque Klein attaque, il utilise la cachette automatiquement et retourne son jeton côté effrayé. Et il doit être déplacé sur un lieu adjacent, puis le lieu devient indisponible. Voilà, tout simplement. La cachette est défaussée du jeu, on ne pourra plus s'en servir pendant l'acte 1. Par contre, on les retrouvera pour l'acte 2, mais elle est morte pour l'acte 1, plus personne ne pourra la réclamer. À quoi ça sert d'avoir ces personnages effrayés? Eh bien, un personnage effrayé ne peut plus se servir d'une cachette. Et il est très difficile pour un personnage effrayé de redevenir calme. La façon la plus simple, c'est tout simplement de passer à l'acte 2. Lorsque tous les joueurs seront passés à l'acte 2, on retournera les jetons côté serein. Il y a aussi la capacité du cheerleader. Lorsque la cheerleader se trouve sur une case avec quelqu'un d'effrayé, eh bien que sa capacité, elle peut le remettre, et elle-même aussi d'ailleurs, elle peut se remettre côté calme. C'est une des capacités de la cheerleader. Il y a aussi le punk qui ne devient pas effrayé après s'être caché. Donc le punk, lorsqu'il utilise une cachette, on ne retournera pas son jeton côté effrayé. Et la God, c'est l'inverse. Lorsqu'elle fuit, lorsque vous décidez de fuir juste avant de révéler la carte, eh bien la preppy, pas la preppy, pardon, la goth ne retourne pas son jeton côté effrayé, tout simplement. Une fois, alors qu'on va continuer comme ça, vous allez éliminer les lieux, etc., etc. Malheureusement, vous ne trouvez pas le repère l'air, donc vous ne pouvez pas mettre fin à l'acte 1. Et arrive le moment où Klein arrive à faire sa troisième attaque. C'est-à-dire qu'il aura supprimé donc un autre lieu. Et puis, il fait une troisième attaque. Il défausse donc un autre lieu de la même façon. Donc s'il y a des personnages dessus, ils meurent, etc. On reprend les mêmes principes. Et à partir du moment où il a fait 3 attaques, eh bien, il fait une attaque finale pour l'acte, où il va trucider toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux, sauf la carte l'air. Donc la carte l'air, c'était les bois, voilà, dans cet exemple. Donc par exemple, si on était dans ce cas de figure en fin de partie, eh bien, si les personnages qui sont là n'ont pas de cachette appropriée, eh bien tout le monde va crever. Voilà. Il va se faire un bon festin, un Klein là, avec sa hache. Il va s'en donner à cœur joie. La seule personne restant en vie, ça sera le goth. Sachant que je ne sais plus au début de la partie, j'ai un peu mélangé, mais je ne sais plus si c'est un personnage secondaire ou pas. Forcément, si c'est un personnage secondaire, eh bien, on peut ranger le jeu dans sa boîte. Tout le monde a perdu. Mais si c'est un personnage joueur, eh bien, on peut recommencer la partie pour l'acte 2, puisqu'il restera une personne en jeu. Donc toutes les personnes qui ne sont pas sur le repère après la troisième attaque de Klein vont mourir s'ils ne disposent pas de cachette. Donc il est bien intéressant de trouver quel est le repère de Klein, puisque ça permet de sauver tout le monde sur le plateau. Ça met fin directement à l'acte et on peut passer à l'acte 2. Voilà pour l'explication de Crimson King, comment ça se passe dans un acte. Donc, pour l'acte 2, donc, la mise en place va être légèrement différente parce qu'on va supprimer, je crois qu'on supprime la route de mémoire. On supprime la route et on va faire une mise en place
Légèrement différente des lieux, 2-3-1, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, alors, les personnages restent où ils sont, ceux qui étaient effrayés redeviennent calmes, et puis on repart, on remet en jeu, hein, on remélange les cartes, on remet tout ça comme si on démarrait une nouvelle partie, avec moins de lieux. Donc on refait un nouveau repère, on mélange toutes les cartes dans les étuis, on ne touche pas bien sûr aux cartes indices, on refait un nouveau deck d'attaque par rapport au nombre de personnages qui seront encore en vie au début de l'acte 2. D'ailleurs, j'ai oublié de quelque chose de vous préciser, c'est que à chaque attaque de Klein, donc c'est-à-dire qu'une fois que Klein a attaqué une fois, on doit bien sûr remélanger le deck d'attaque pour sa seconde attaque. Mais on doit rajouter une carte H. À chaque attaque de Klein, on rajoute une carte H. Donc première attaque de Klein, on remélange le deck et on rajoute une carte H, on se retrouve avec 4 cartes H. Et deuxième attaque de Klein, on remélange le deck et on rajoute une nouvelle carte H, on se retrouve avec 5 cartes H dans notre cas. À la troisième attaque, bien sûr, on ne mélange pas le deck puisque ça met fin à l'acte. Et on va pouvoir repartir pour l'acte 2. L'acte 2, on reprend la petite référence rapide, on regarde le nombre de joueurs survivants, et puis on refait un nouveau deck d'attaque, on remélange les cartes, et on s'est reparti pour un deuxième acte, et on fait ça une troisième fois avec le troisième acte, où on va encore supprimer un lieu, il n'y aura plus donc que 5 lieux, jusqu'à la fin du troisième acte. À l'acte 2 et à l'acte 3, on va faire rentrer en jeu des personnages donc secondaires. C'est marqué dans la petite tête de mise en place. Et arrive le moment fatidique, fin de l'acte 3. Si jamais des joueurs survivants sont encore... s'ils sont survivants, ils sont encore en vie, forcément. S'il y a des joueurs encore survivants, eh bien, ils vont pouvoir, sur un petit papier, chacun dans leur coin, noter qui ils croient qui est le tueur, tout simplement. Et puis, on révèle. Et si au moins une personne a trouvé la bonne réponse, eh bien, Klein, le tueur, si jamais il était en jeu, ne pourra pas gagner la partie. C'est un jeu complètement coopératif, hein. C'est peut-être un petit peu semi-coopératif s'il y a un traître, puisque lui, il va vraiment jouer dans son coin. Mais à la fin de la partie, que vous soyez tout seul à gagner ou plusieurs, voilà, vous gagnez tous ensemble. Si vous arrivez chacun à trouver quel est le tueur, bien sûr, chaque personne qui est en vie et qui arrive à trouver le tueur gagne la partie. Sauf pour le traître qui lui doit attendre que les autres joueurs se trompent lorsqu'il dénonce le tueur. Et auquel cas, si tous ces joueurs qui étaient en vie en fin de partie se sont trompés sur le tueur, eh bien le tueur, lui, gagne la partie, s'il est bien sûr en vie. Si à tout moment, pendant la partie, il ne reste qu'un seul joueur en jeu, eh bien il peut, s'il veut, dénoncer le tueur, et ça met fin tout de suite à la partie. On ne va pas continuer la partie juste pour un joueur. Hein, même si c'est le tueur lui-même, eh bien, à partir du moment où il ne reste qu'un joueur en jeu, il dénonce tout de suite qui est potentiellement le tueur, et s'il a raison, il a gagné immédiatement la partie. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Donc on voit que c'est un bon petit jeu de déduction, mais qui est bien centré sur la survie. C'est surtout ça qu'il faut bien anticiper dans le jeu, parce que ça va très très vite, et on a très vite fait de mourir. Les indices, c'est plutôt secondaire. Il va bien sûr falloir quand même deviner qui est le tueur avant la fin du troisième acte, mais il faut vraiment essayer de survivre, c'est vraiment ça. La difficulté du jeu. Donc voilà pour Crimson Creek. Alors dans la boîte de base, on va y retrouver l'extension qui a été débloquée pendant Kickstarter, l'extension Interiors, qui va tout simplement nous permettre de rentrer à l'intérieur de la cabane. Donc on va y retrouver la salle de bain, la chambre, le cellier, living room, le porche, le grenier et la cuisine, toujours avec des icônes. Donc on va pouvoir passer de l'extérieur à l'intérieur, mais ça revient au même, on est dans le même type de jeu. On va pouvoir y retrouver un nouveau personnage qui sera le Ranger, qui aura une petite spécificité. Et puis on va y retrouver des échelles, parce qu'on va pouvoir passer d'un lieu assez éloigné à un autre. Grâce aux échelles, on y retrouvera 3 nouvelles cachettes.
Et bien sûr, les cartes lieux qui vont avec, hein, pour pouvoir les mettre dans les étuis, forcément. Donc voilà, ça donne une petite modification, c'est quand même assez sympa. Ça donne un petit plus au jeu. Donc voilà, jeu de 2 à 6 joueurs. Donc assez sympa, assez facile à sortir. Alors c'est vrai que les explications sont un petit peu longues, mais là je vous les ai vraiment expliquées en détail. Mais on peut très rapidement se mettre dans le bain. On a tout ce qu'il faut sur la petite aide. Voilà, ça en fait un jeu facile à sortir. Donc voilà pour la présentation de Crimson Creek. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur la 5e colonne.